À Refuge le balado aujourd'hui, entrevue avec Éric Hollande et Peter Buisson de la Compagnie de Jésus, ainsi qu'avec Norbert Piché, directeur national du service jésuite des réfugiés. Bonjour et bienvenue à Refuge, le balado, présenté par le Service jésuite des réfugiés du Canada. Je me nomme Yves Deschênes et je serai heureux de vous accompagner pour cette édition spéciale soulignant le 40e anniversaire du Service jésuite des réfugiés. Au programme, un peu d'histoire et des entrevues pour vous en dire davantage sur la mission et les activités de cette œuvre jésuite fondée il y a 40 ans. Débutons avec quelques éléments d'histoire sur l'origine du service jésuite des réfugiés. C'est la situation misérable et dangereuse des réfugiés vietnamiens, les Boat People, qui toucha directement le cœur du père général des jésuites de l'époque, le père Pedro Arrupe, qui lance donc un appel à tous les membres de la Compagnie de Jésus. De vastes levées de fonds sont organisées, entre autres ici au Canada français, ce qui permet les premiers parrainages de réfugiés. Mais ce n'était que le début. Dès l'année suivante, 1980, la situation du mondial des réfugiés se détériore. À l'Asie du Sud-Est, il faut maintenant ajouter l'Amérique centrale et l'Afrique. En novembre 1980, le père Arrupe écrit au supérieur majeur « La situation des réfugiés à travers le monde présente à la Compagnie un défi que nous ne pouvons ignorer si nous désirons être fidèles aux critères que saint Ignace donnait pour le choix de nos apostolats. » Un service de coordination des secours est créé à Rome. Il portera le nom de Service jésuite des réfugiés. 3 régions prioritaires sont désignées, nous les avons nommées tout à l'heure, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique orientale et l'Amérique centrale. Un appel est lancé aux jésuites du monde entier afin de recruter des volontaires prêts à se mettre à la disposition de ce service et de travailler directement avec les réfugiés dans les camps ou pour établir des structures d'accueil dans d'éventuels pays hôtes. Des jésuites canadiens participeront à cet effort et le service des missions jésuites, ici au Canada français, jettera les bases du service de parrainage. Afin d'approfondir l'engagement d'hier et d'aujourd'hui de la Compagnie de Jésus au service des réfugiés, nous rencontrons le père Éric Hollande, supérieur de la province du Canada et de Haïti. Père Éric, bonjour. Bonjour Yves. Merci beaucoup de nous accueillir, de prendre de votre temps pour ce petit enregistrement. Content d'être ici et surtout à cette occasion du 40e anniversaire du SGR. Précisons que vous êtes provincial de cette nouvelle province du Canada et d'Haïti depuis 2 ans. Dans cette mouvance-là, mais même au niveau de la compagnie, de façon plus globale, une réflexion a été amorcée qui a donné comme résultat 4 préférences apostoliques qui doivent être vécues dans chaque apostolat jésuite. La province du Canada et d'Haïti a reçu ce document, a discerné sur cette façon d'appliquer les préférences dans le contexte d'ici. Une lettre importante a été produite justement par la province que vous avez signée sur la manière dont cette application doit être vécue. Une phrase ressort de ce document pour nous à SJR. Elle dit, je cite, « Nous ne voulons pas seulement servir,
mais marcher avec les peuples autochtones, les personnes appauvries, les réfugiés et les migrants. Que signifie-t-elle pour vous, cette phrase? Merci de me rappeler de cette phrase. Ça me rappelle aussi que le titre du document est Pèlerins ensemble. Donc l'image que nous avons ici pour la province du Canada est d'être d'un pèlerinage, d'être pèlerin. Et en tant que pèlerin, et ça me rappelle aussi de ma propre expérience d'avoir fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle il y a quelques années, d'être pèlerin, ce n'est pas seulement d'entreprendre un voyage, un pèlerinage seul dans notre propre petit monde et voilà, on réjouit de la belle nature, etc., mais on exclut les autres. Non, on ne peut pas entreprendre un pèlerinage sans rencontrer, sans marcher avec les gens qu'on ne connaît pas auparavant. En tant que pèlerin, on ne peut pas entreprendre un vrai pèlerinage sans rencontre, sans marcher avec. Et comme dit le pape François dans son nouvelle encyclique Fratelli Tutti, c'est de regarder tout le monde comme voisin. Il utilise fortement dans l'encyclique parabole du bon samaritain. Ouais. Et donc avec la question, c'est qui mon voisin? Et voilà, nous, les jésuites, à travers nos documents, comme les préférences apostoliques, donc ça c'est la mission de la Compagnie de Jésus universelle, et aussi pour la Compagnie au Canada et Haïti, d'aller vers et d'accepter et de chercher de marcher avec, surtout les gens les plus démunis, les gens des Premières Nations, là, qui étaient ici bien avant nous autres, qui ont d'origine européenne, et les gens qui cherchent un lieu de paix et un lieu pour vivre comme nous avons ici au Canada. Au moins, on a une bonne réputation mondialement d'être un pays de justice et de paix et aussi d'égalité. Et donc, qu'est-ce que nous avons en tant que Canadiens, mais encore plus fort en tant que chrétiens et jésuites, de vivre ces valeurs dans notre propre contexte et de n'exclure pas les gens ou de rester dans notre petite boule, propre boule. Ça veut dire de pouvoir marcher avec n'importe qui qu'on rencontre et aussi d'aller vers les gens qui ont besoin d'apprendre d'eux, de partager qu'est-ce que nous avons avec eux et de les aider de vraiment s'établir et de retrouver une nouvelle vie ici dans notre pays. C'est un impératif qui vient de Dieu. Et si on veut se dire jésuite, chrétien, catholique, n'importe, ou croyant, il y a un impératif vraiment de vivre comment Dieu désire que les êtres humains vivent ensemble. Ça, c'est l'impératif. Tout est simple. Donc, comme on le mentionnait au début de notre entretien, le service jésuite des réfugiés célèbre son 40e anniversaire à l'international. Mais à l'international, ça implique aussi le Canada et Haïti. Bon, ici au Canada, oui, on sait que le service de parrainage existe effectivement depuis 40 ans. Le premier bureau à Toronto de GRS a été fondé il y a à peu près 35 ans, bon, et ainsi de suite. Ici au Canada, de nombreuses personnes ont contribué de façon exceptionnelle au travail du GRS au cours des 4 dernières décennies. Et même dans l'élément peut-être fondateur du service, il y a peut-être des personnes que vous aimeriez mentionner à l'occasion de cette commémoration des 40 ans. Bien sûr.
je ne peux pas penser au SGR sans penser au nom du fondateur du SGR, qui est l'ancien supérieur général Pedro Arrupe. Le père Arrupe, il représente pour la Compagnie de Jésus comme la figure d'un nouveau fondateur de la compagnie. Il était même basque comme Ignace. Il était pas grand comme Ignace. Et il se ressemblait. Quand on voit un portrait d'Ignace et une photo d'Arrupe, on dit que voilà, ils ont des racines. Mais le père Arrupe a eu, comment dire, l'inspiration de vraiment pouvoir vivre notre focus jésuite sur la justice sociale, de lire des signes des temps et d'avoir l'idée de fonder le SGR pour vraiment pouvoir aller vers les gens qui ne pouvaient plus vivre en justice et paix dans leur propre pays à cause de la guerre, pauvreté, etc. Et voilà, d'offrir un service pour eux, pour les aider à trouver un nouveau chez-soi dans un pays qui était prêt à les accueillir. Donc, le père Arrupe. Mais une autre image m'est venue en réfléchissant sur cette question. Et voilà, je me trouve, ça fait plus que 10 ans. J'étais le maître des novices des jésuites ici à Montréal. Et donc, je me trouve à l'aéroport de Montréal pour chercher un invité, peut-être un intervenant qui venait travailler avec les novices au noviciat. Et je rencontre un jésuite d'un certain âge. Et je dis, Louis-Joseph Goulet, qu'est-ce que vous faites là? Oh, j'attends une famille d'Éthiopie, qui vient d'Éthiopie. Ah, oui, c'est ça. Et donc, on a passé quelques minutes ensemble. Bien sûr, je l'ai connu un peu, mais de le voir dans ce contexte-là, et voilà, à ce moment-là, il travaillait pour Mission Jésuite, qui avait un très bon, pas très grand, mais un très important service de parrainage pour les réfugiés. Et fidèlement, c'était pas seulement cette fois-là, bien sûr, mais fidèlement, le père Louis-José Goulet, qui est maintenant à notre infirmerie, fidèlement allait les accueillir. Était la première figure canadienne qu'il voyait, que ces familles, que ces gens-là voyaient. Mais il a fait ça fidèlement pendant plusieurs années. Trentaine d'années, je crois. Oui, exact. Mais voilà, en partageant cette petite histoire, je me place à l'aéroport avec Louis-Joseph en attendant cette famille. Et même, je crois que j'étais même là quand elles sont sorties de l'immigration. Et quel moment touchant. Et ça me touche même maintenant quand je le partage. Voilà. Merci de ce témoignage. Père Éric, je vous suis très reconnaissant au nom du service et au nom de toutes les personnes qui vont écouter ou regarder ce balado, cette diffusion. Merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Bonne continuité et pourquoi pas, bon avant. Merci beaucoup, c'est vrai. Bon avant et bonne préparation pour l'arrivée de l'enfant Jésus. Merci. C'est à Montréal que s'organise le service du parrainage. Au milieu des années 80, du côté de Toronto, un nouveau programme pour les réfugiés est en préparation. Un de ses artisans est le jésuite Peter Bisson. Le père Bisson est assistant du supérieur provincial pour la justice, l'écologie et les relations avec les peuples autochtones. Il a bien voulu nous faire part de ses souvenirs
de cet autre chapitre de la petite histoire du Service jésuite des réfugiés du Canada. Nous allons donc rejoindre le Père Bisson à Ottawa. Bonjour, Père Bisson. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Vous aussi? Merci, bien, bien, bien. J'aime beaucoup la neige qui tombe là maintenant. Eh oui, c'est déjà la saison. Si vous me permettez, je vais vous ramener quelques années en arrière. Je pense que vous étiez au début de votre formation. 1985, vos supérieurs vous demandent de vous rendre à Toronto pour un premier mandat que je vous demanderai de nous parler un peu, s'il vous plaît. Le projet, c'était vraiment un projet de développer un programme de solidarité avec les réfugiés au Jesuit Center for Social Faith and Justice. C'était une œuvre de la compagnie qui était déjà assez établie dans les réseaux de justice sociale ecclésiaux. Et puis, l'idée de base était d'aider surtout les chrétiens au Canada de se sensibiliser aux questions de justice à travers la foi, par moyen de contact avec des personnes vraies, de réfugiés, qui éprouvaient de vrais défis qui expliquaient un peu des rapports d'injustice et des dynamiques de pouvoir au niveau mondial. Alors, je travaillais avec un avocat, Lorne Waldman, qui était un des principaux avocats pour réfugiés à Toronto à l'époque. Je crois qu'il est en retraite en même temps, mais il a été actif pendant plusieurs années. Alors, lui et moi, on travaillait beaucoup ensemble. L'aspect principal de mon travail, c'était le réseautage. Alors, de mettre le Jesuit Center for Social Faith and Justice en lien avec d'autres groupes qui militaient pour les réfugiés à Toronto, un peu à Montréal, et un peu partout, mais principalement dans ces deux villes-là. Alors, j'ai fait ça pendant 4 mois, je crois. J'ai beaucoup apprécié Lorne Waldman, M. Waldman, j'ai apprécié son engagement, sa passion, ses compétences aussi en droit, et puis sa compréhension des enjeux et des dynamiques de pouvoir qui produisaient le besoin de fuir, de chercher asile ailleurs. Et puis, on essayait d'ouvrir le cœur des Canadiens et du gouvernement pour recevoir et accueillir ces gens-là. Alors, très rapidement, le projet pilote est confirmé au bout de un peu moins de 2 ans, si je me souviens bien. Donc, vous avez passé quelques mois, si je comprends. Donc, vous avez justement établi ces relations-là avec les autres organisations. Et très rapidement, peu de temps après, je pense aux alentours de 87, sur le plan politique, beaucoup d'activités, entre autres sur le plan législatif. Peut-être vous pouvez nous en parler de cette période-là, qui est votre deuxième passage, je crois, au service. Oui, à ce moment-là, les choses s'étaient beaucoup plus développées, je veux dire, au Jesuit Center. Alors, je n'étais pas seul au Jesuit Center. J'étais partenaire avec 2 autres membres de l'équipe. Un qui était actif dans les réseaux de solidarité depuis longtemps et un autre qui était lui-même avocat de formation. Alors, nous, on travaillait ensemble avec Lorne Waldman, qui avait son propre bureau ailleurs. Et l'aspect principal de mon apport, de ma contribution, c'était de développer une trousse de sensibilisation pour des Canadiens ordinaires, pour les sensibiliser aux questions de réfugiés, aux défis, aux problèmes mondiaux qui produisaient le besoin de fuir et tout ça. Et le but de ce travail de pédagogique, de sensibilisation, était de monter un programme de plaidoyer pour influencer un peu la formation de la loi
qui était en formation sur les réfugiés que le gouvernement allait proposer. Alors, c'était aussi beaucoup de réseautage, mais les réseaux étaient déjà assez bien établis. Et puis, une fois qu'on a développé la trousse, il y avait plusieurs éléments, analyse des médias, analyse des situations, formes d'action, de solidarité. C'était mon travail de voyager un peu à travers le pays et d'utiliser cette trousse pour promouvoir la sensibilisation et l'engagement auprès des réfugiés un peu partout au pays. Avec notre trousse qui s'appelait quoi, comment? Qui s'appelait Forced to Flee. 30 ans ou même 35 ans plus tard, après votre première arrivée au bureau de Toronto, quel est votre point de vue? Quel est votre regard sur la réalité des réfugiés aujourd'hui? Ben, malheureusement, c'est une réalité qui est grandie. Alors, la migration forcée, non seulement les réfugiés, la migration forcée est devenue un aspect, j'aimerais peut-être normal de notre vie, malheureusement. Et puis, l'engagement des Jésuites, la Compagnie de Jésus et de nos partenaires auprès des réfugiés nous aide. C'est notre lien personnel avec les réfugiés, et notre accompagnement, et qui nous transforme, qui nous aide à faire une bonne analyse, bien ancrée, bien enracinée dans la vraie vie, dans l'expérience de réfugiés. Et ça nourrit beaucoup la forme de notre plaidoyer pour les réfugiés. Alors, je dirais que le service jésuite pour les réfugiés, au long des années, a transformé la Compagnie de Jésus. Ça nous a rendus plus solidaires, plus humbles. On a appris, on apprend des réfugiés qui sont devenus nos amis. Comme vous le savez, JRS SJR célèbre ses 40 ans. Si vous aviez un vœu d'anniversaire en terminant pour l'organisation, ça pourrait être quoi? Ben, un vœu serait ne plus avoir le besoin d'avoir le SGR, mais parce que ça, c'est un objectif à très long terme. Mon vœu pour aujourd'hui, ça serait de continuer leur engagement avec joie, parce que c'est la joie dans ce travail ou n'importe quel engagement pour la justice sociale, c'est la joie qui attire les gens et qui nous aide à vraiment transformer les choses en profondeur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre aujourd'hui. Et puis, bonne continuité de votre côté. À bientôt. Et merci de votre intérêt aussi. C'était le père Peter Bisson qui nous parlait en direct d'Ottawa. C'est en 2015 qu'est créé l'actuel Bureau national du Service jésuite des réfugiés du Canada. M. Norbert Piché est nommé directeur général, poste qu'il occupe toujours. Nous le rejoignons dans les bureaux du service à Montréal. Norbert, bonjour. Bonjour Yves. Actuellement, votre campagne du 40e anniversaire est sous le thème « Nous marchons à leur côté ». Qu'est-ce que ça signifie dans le contexte du service jésuite des réfugiés? Mais dans le contexte du service jésuite des réfugiés, marcher à côté des réfugiés, c'est vraiment être près d'eux, de faire des choses concrètes, d'aller les chercher à l'aéroport quand ils arrivent à l'aéroport.
avec la pandémie, c'est plus vraiment possible d'être tout près d'eux, mais on continue à le faire via des appels téléphoniques, via des appels Zoom, comme tout le monde le fait. Ça peut paraître simple, marcher aux côtés de quelqu'un. Ça paraît simple, mais c'est pas facile. Parce que souvent, ces personnes-là ont quelque chose qui s'est passé. Euh, ils ont peut-être passé à travers d'une guerre, ils ont peut-être perdu un être cher, ils ont laissé tout derrière eux. Euh, alors, marcher à côté, simple, oui, facile, non. Puis je pense que c'est ça le défi, c'est comment est-ce que on peut vraiment marcher à leur côté. Je pense qu'il faut embrasser leur souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, embrasser leur souffrance? Ben, c'est quand on parle de compassion, l'origine du mot, c'est souffrir avec. Alors, je pense que c'est un peu ça. C'est d'être près d'eux dans le sens d'être capable là, de vraiment ressentir leur souffrance. Puis je sais que dans la plupart des organismes qui sont financés par les gouvernements et ainsi de suite, là, que ça, c'est pas quelque chose qu'on est censé de faire. On n'est pas censé de devenir près de notre clientèle. Mais je pense que c'est ça la distinction, notre différence ici au Service Jésus des réfugiés, c'est on veut être tout près d'eux pour pouvoir mieux les comprendre. Puis je pense que c'est un appel aussi pour nous d'embrasser notre propre souffrance. Alors, puis on va jamais nécessairement les guérir de leur souffrance, mais je pense que le fait même d'être avec eux de cette façon-là, ça va les aider à vivre avec leur souffrance d'une meilleure manière. Au fond, marcher à leur côté, c'est un peu partager l'histoire de ces hommes et de ces femmes, n'est-ce pas? Oui, oui. Non, c'est beaucoup partager les histoires de toutes ces personnes-là qui ont fait un extrême effort de quitter leur pays, leur maison, leur domicile. Et c'était vraiment un voyage pour eux. Puis c'est pas juste un voyage de là où ils partent jusqu'à ce qu'ils arrivent ici au Canada. Le voyage ne se termine pas une fois qu'ils arrivent au Canada. Le voyage finalement ne commence vraiment que au moment qu'ils arrivent ici au Canada. C'est probablement la plus longue partie de leur voyage. Ils arrivent dans un contexte où ils doivent apprendre une nouvelle langue souvent, une nouvelle culture, des façons de faire qui sont complètement étrangères pour eux. Alors, c'est un voyage de longue haleine et de pouvoir avoir la chance, vraiment, c'est pas juste pouvoir, c'est avoir la chance de les accompagner, de marcher à leur côté pendant cette découverte-là. C'est comme marcher à côté d'un enfant qui est en train d'apprendre tout. Je me souviens quand ma fille était très petite, puis encore aujourd'hui, les découvertes qu'elle fait, je me revoyais découvrir ces choses-là. Alors, c'est un peu la même façon avec les réfugiés qu'on accompagne. C'est vraiment de les accompagner dans ces découvertes-là. Dans les moments faciles, les moments joyeux, comme les moments difficiles et qui parfois ont de la peine parce que
il se remémore des choses qui peuvent être difficiles parfois, et puis d'être capable d'être là pendant ces temps-là aussi, il y a quelque chose de spécial, là. L'histoire du service, c'est des centaines, des milliers d'histoires de personnes qui ont manifesté le souhait de venir s'établir ici au Canada. Dès le moment où elles manifestent ce souhait en déposant une demande, eh bien, vous les accompagnez. Peut-être nous dire un peu quels sont ces services-là que nous rendons aux réfugiés. Alors, oui, les services qu'on offre aux réfugiés et à leurs répondants, les personnes qui sont ici, qui veulent parrainer. Alors, on est là pour prêter main forte, dans le sens que les gens qui veulent parrainer un être cher, c'est souvent un membre de famille à ce moment-là, et qui n'ont pas la possibilité de le faire par eux-mêmes. Bon, à ce moment-là, ils viennent nous voir. Et puis, donc, on va les aider avec la complexité des formulaires, parce que c'est souvent du langage assez difficile. Euh, et on va les préparer à tout ce qui s'en vient. Donc, on va leur dire, ben voilà, vous devez vous préparer de cette façon ici, vous avez besoin de telle ou telle chose, vous avez besoin de fournir un appartement pour les personnes que vous parrainez, vous devez vous assurer de les accompagner une fois qu'ils arrivent ici au bureau pour obtenir leur carte médicale, ainsi de suite. Donc, il y a un grand cheminement de préparation. Alors, une fois que les personnes sont prêtes à arriver, les réfugiés, on se fait avertir, évidemment. Et normalement, on accompagne les répondants à l'aéroport pour accueillir les nouvelles personnes, les nouveaux arrivants. Et puis, une fois que ce travail est fait, là, on va aider les répondants dans leur démarche pour aider les réfugiés à bien s'établir. Euh, Ensuite, on va aussi nous-mêmes faire certaines activités. Alors, on va contacter les réfugiés directement pour savoir comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce que l'établissement se fait finalement, l'intégration ici. Alors, on fait ça à leur arrivée, après quelques semaines. Après ça, on le refait plus tard au cours de l'année. Euh, on va aussi, on va aussi offrir des groupes de conversation en français. Donc, on sait qu'ils ont des cours offerts par le gouvernement. Mais ceci est pour le bonifier finalement, ces cours-là. Ça aide les gens à pratiquer leur français dans dans quelque chose qui est euh, très facile finalement, là. Et puis, puis depuis la pandémie, on le fait, on le fait via WhatsApp. Euh, Et en temps normal, on aurait aussi des ateliers qu'on offre aux réfugiés. Alors, ces ateliers peuvent parler de l'évaluation des diplômes, par exemple. Euh, donc, ça, c'est les services qu'on offre aux réfugiés. Mais aussi, on fait de la sensibilisation au niveau du public. Puis ça, c'est une partie importante, je trouve, parce que il faut que il faut qu'on ait des gens qui comprennent mieux la situation des réfugiés si on veut qu'on ait plus de personnes qui, euh, qui veulent être aux côtés des réfugiés. Alors, on a développé un exercice de simulation qui s'appelle le voyage en exil, qu'on a récemment fait en virtuel. Donc, ça permet aux gens de mieux comprendre ce que vivent vraiment les réfugiés. Donc, c'est un outil très important pour nous. Je m'en voudrais de ne pas vous poser la question.
face au courant anti-immigration, tout ce qui se discute sur le plan politique, les restrictions au niveau des frontières, et je ne parle pas des restrictions en raison de la pandémie, mais des décisions politiques, ici comme ailleurs. Comment ne pas oublier l'être humain, la personne, dans ces conflits politiques, réglementaires? Comment y arrive-t-on? C'est pas une question facile, ça. Je pense que faut jamais oublier justement qu'il y a un être humain à nos côtés. C'est c'est très facile de parler des règlements, des lois et tout ce genre de choses-là quand on voit seulement des nombres devant nous. Euh, je pense qu'il faut jamais oublier que il y a énormément de personnes qui quittent leur maison, pas par choix, mais parce qu'ils doivent le faire. Euh, et la manière que les choses s'en vont maintenant, ça fait juste rempirer, euh, avec les changements climatiques en particulier. Alors, je pense que il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de personnes qui vont arriver à nos frontières et qui vont nous demander l'asile. Ils vont dire, écoutez, c'est plus possible de vivre chez nous. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles seront nos réponses? Déjà, on a des semblants de réponses de plusieurs pays à travers le monde, incluant le Canada. Euh, on veut restreindre l'entrée de plusieurs personnes pour toutes sortes de raisons. Euh, mais ce que moi, je dis dans tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment ouvrir nos portes et nos cœurs au prochain? Est-ce qu'on va être comme dans la parabole du bon samaritain? Est-ce qu'on va être comme l'autre, le lévite, le prêtre, ou est-ce qu'on va être comme le bon samaritain? C'est quoi notre réponse, nous? Avant de souffler les chandelles du gâteau du 40e anniversaire, si on faisait un souhait, si vous faisiez un souhait, lequel serait-il? Moi, j'aimerais ça que... Moi, je rêve à des temps où on va pouvoir tout simplement accueillir le prochain. Tout simplement, tout bonnement, sans toutes ces réglementations-là, sans toutes ces lois qui viennent enfreigner. Mais si on pouvait vraiment accueillir le prochain à bras ouverts, là, ça, c'est mon souhait. Norbert Piché, directeur national du Service jésuite des réfugiés du Canada, un grand merci. Merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute de Refuge, le balado présenté par le Service jésuite des réfugiés du Canada. Nous espérons vous revenir bientôt. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou bien par notre site internet à canada.jrs.net. À la prochaine.